Et vous êtes bien sur la voie d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour mon émission Une heure ensemble. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir dans le studio Monsieur Pierre Perret. Pierre Perret, bonjour. Bonjour Monsieur Antoine, bonjour la foule qui nous écoutait. On va essayer de vous amener un petit peu de sourire. Merci beaucoup au nom de toute l'association La Voix d'Ambroise Paré. Je rappelle que La Voix d'Ambroise Paré, c'est près d'une cinquantaine de bénévoles qui faisant en sorte de faire tourner cette radio auprès des patients diffusés dans l'hôpital sur le canal 60 du téléviseur. Donc vraiment au nom de toute l'équipe, un grand merci d'être là. Nous allons passer une heure ensemble pendant laquelle nous allons parler de votre enfance à Castel-Sarrazin, qui est un lieu qui vous tient à cœur. Et puis nous allons parler de vos plus grands succès bien entendu et aussi de vos passions. J'ai entendu dire que vous aimez bien la pêche apparemment et les bonnes tables, les bons vins également. Nous en parlerons en fin d'émission. Donc tout d'abord, Pierre Perret, donc, je parlais de Castel-Sarrazin qui est votre ville de naissance. J'en reviens. Vous en revenez et voilà, c'est une ville qui est très importante pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot de cette ville et de vos souvenirs d'enfance ? Vous savez, j'ai quand même quitté Castel-Sarrazin il y a... j'ose pas dire il y a combien, il y a 70 ans à peu près, j'étais quand même très jeune. Mais j'ai quitté Castel-Sarrazin pour rentrer au conservatoire à faire des études musicales, puis des études théâtrales, au conservatoire à Toulouse, donc pas très loin, mais Castel, c'était une page un peu tournée pour moi, puisqu'après je suis passé à Paris, où j'ai fait mon service militaire dans la musique à Paris. Voilà, donc Castel était un peu tout ça, mais l'essentiel, c'est passé à la maternelle et à la communale. Voilà. Et alors justement, le Castel-Sarrazin, c'est dans cette ville que votre papa Maurice tenait le Café du Pont. Oui. Et ça a une importance primordiale dans vos inspirations pour la suite. Complètement, parce que ça a été une esplanade d'observation fantastique pour moi, parce qu'un café, quand mes copains de la communale sortaient de l'école, ils rentraient chez eux, ils s'ennuyaient un petit peu chez eux, ils retrouvaient le train-train, tandis que moi, j'arrivais au café, il y avait tous les clients qui étaient tous mes copains, et je jouais au billard avec eux, je tapais le carton à la belote, ils m'aidaient à faire mes devoirs, enfin, c'était fantastique, et j'avoue que... et puis, il y a aussi, surtout, une période que peu de gens qui sont en train de nous écouter connaissent, et heureusement pour eux. En 1942, j'ai vu les Allemands arriver au café, puisque c'était l'occupation, et que c'est une période que vous oubliez pas facilement. Voilà. Et on s'en souvient, quand on a connu ça, on s'en souvient toute la vie, parce que c'était assez austère quand même de voir des verres de gris dans le café là toute la journée, et c'était eux les patrons, et ils nous le montraient bien. Et ça, j'avoue que, oui, encore une fois, c'est pas des choses qu'on oublie aussi facilement. Mais il y a plein de jolis souvenirs dans votre chanson « Je suis » de Castel-Sarrazin. Oui, quand même, parce que c'est aussi mes parents, ma famille, mes parents qui étaient adorables, qui m'ont toujours... encouragé au-delà de tout ce qui était possible. C'est papa qui a décidé de me faire présenter au conservatoire et de faire finalement tout ce que son père à lui avait pas laissé faire, puisque il avait un papa assez austère et qui avait ses raisons, faut dire, mais tout ce que lui a été empêché de faire, il a voulu que je tente de le faire. Et comme en plus ça m'a plu, voilà, j'ai fait de la comédie, j'ai fait de la musique. Et puis après, j'ai mal tourné, j'ai écrit des chansons. Oui, quelques-unes. On va justement commencer par écouter une première chanson. Je suis de Castel-Sarrazin, justement, tout de suite sur la voix d'Ambroise Paré. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, la radio des patients de l'hôpital. C'est Antoine au micro pour mon émission Une heure ensemble, avec aujourd'hui un invité de marque, Pierre Perret. Donc nous parlions juste avant de votre enfance à Castel-Sarrazin, avec cette chanson justement « Je suis de Castel-Sarrazin ». Et la deuxième chanson que j'avais envie de faire découvrir juste après, c'est une chanson de votre dernier album, La Communale. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos souvenirs à l'école justement à Castel-Sarrazin ?
Alors écoutez, je vous disais tout à l'heure, je rentre de là-bas et monsieur le maire m'a ramené dans la communale où j'étais quand j'avais 6 ans. Et la cour de la communale, les pipi-rooms, tout, rien n'a changé. Tout est exactement comme c'était à l'époque. Sauf les arbres, il y avait 2-3 beaux arbres, des marronniers qui étaient au milieu, qui sont morts depuis. Mais ça m'a procuré une émotion terrible, parce qu'en plus, doublement, j'allais dans le quartier inaugurer une maternelle dans laquelle j'étais aussi avant d'aller à la communale, et qui porte désormais mon nom et qui est ma 33e école en France. Voilà. Et alors ça fait quoi d'avoir des écoles qui portent votre nom? Ah, c'est fabuleux parce que c'est toujours, je dis toujours ça, je remercierai jamais assez les gens qui ont décidé tout cela, parce que la plupart du temps, il y a que les gens qui sont plus là qui ont des monuments. Et moi, j'ai découvert l'autre jour à Castelsarrasin, dans le quartier où j'habitais, qui a depuis été démoli, ils ont gardé une avenue qui s'appelle l'avenue Pierre Perret. Ah. Et à 1 kilomètre de là, il y a mon école. Alors quand même, là-bas, maintenant, je me sens redevenu complètement castelsarrazinois. Et la chanson La Communale, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a inspiré pour écrire cette chanson? On était dans la cour de la communale et on faisait ce qu'on fait dans les cours d'école, le plus de conneries qu'on pouvait, voilà, c'est tout. Et donc c'est ce que vous nous racontez dans votre chanson La Communale, qu'on va tout de suite écouter sur la voix d'Ambroise Paré. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro avec notre invité d'exception Pierre Perret aujourd'hui. Donc nous écoutions la chanson la Communale pour vos souvenirs d'école. Et tout à l'heure vous me racontiez justement vos débuts dans la musique. Et donc j'ai vu que c'était votre papa qui a insisté pour que vous en fassiez à 8 ans, oui. Qui vous a inscrit au solfège et au saxophone. Oui. Et du coup, comment est venu cet amour de la musique? Est-ce que c'est votre papa qui vous l'a transmise? Est-ce que c'est venu en prenant les cours? Alors, je vais essayer de vous la faire courte, mais c'est papa qui a décidé ça pour la bonne raison que son père, à lui, a été un enfant d'un couple de comédiens qui sont partis faire des tournées un peu partout dans le sud-ouest. Ça se passait à ce moment-là. Ils jouaient sous un chapiteau tous les jours. Et la maman de papa, la grand-mère que je n'ai pas connue, a été enceinte un jour de papa. Et comme ils étaient des saltimbanques complets, qu'est-ce que vous vouliez faire de cet enfant? Ils l'ont laissé en nourrice dans une ferme. Et bon, papa a dû voir sa maman 2 fois. Étant enfant. Et donc, il avait une aversion profonde pour tout ce qui touchait les saltimbanques de tout poil. Et il haïssait les artistes, il haïssait le théâtre, il haïssait tout. Et quand à son tour, il s'est marié et qu'il a eu papa, lui, aurait souhaité vraiment faire l'artiste. Parce qu'il était très doué en plus pour ça. Et son père lui a dit, si jamais tu fais ça, je te tue. Évidemment, papa n'a pas insisté parce qu'il a vu que son père plaisantait pas. Mais il a dit, si un jour j'ai un fils et qu'il a des velléités de vouloir faire l'artiste, au moins je lui mettrai tout en main au départ pour cela. S'il veut pas faire ça, je le forcerai pas. Mais si ça lui plaît, au contraire. Et le contraire s'est passé. Ah oui. Et effectivement, il a été pour moi tellement attentif. J'avais à peine 7 ans quand il m'avait fait apprendre le solfège. Et à 11 ans, il m'a acheté un saxophone. Et à 13 ans et demi, après mon certificat d'études, je suis rentré au conservatoire à Toulouse.
Et j'en suis sorti avec tous mes diplômes. Voilà. À la grande joie de papa, parce que j'avais fait ça surtout pour lui. Moi, je pensais que ça ne me servirait à rien. Oui. Alors, il y a un truc qui m'amuse aujourd'hui quand même, c'est que, comme j'écris mes chansons maintenant depuis plus de 60 ans, j'ai toujours écrit musique, paroles, etc. Près de 500, c'est ça, près de 500 oui, chansons. Oui, j'en ai à peu près, voilà. Je suis pas loin de 500. Et je rencontre des gens parfois qui me disent, mais vos musiques, qui vous les écrit? Ben, je dis, c'est moi. Mais comment vous les écrivez? Ben, avec un crayon. Ah bon? Parce qu'ils ne pensent pas que je peux faire ma portée musicale. Et bon, avec un premier prix du conservatoire, on peut quand même écrire sa musique. C'est pas pour autant qu'on est compositeur. Mais, ben voilà, moi j'en ai commis, comme vous rappeliez à l'instant, pas loin de 500. Et donc, on parle du conservatoire donc, à Toulouse. Un peu plus tard, vous montez à Paris et là, il y a une rencontre qui a beaucoup compté pour vous. C'est une rencontre avec Georges Brassens que vous êtes allé voir en concert avec des amis. Et dans votre biographie, j'ai vu que vous êtes allé le visiter dans sa loge après. Oui. Et c'est là où vous êtes rencontrés. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rencontre et de votre relation avec Georges Brassens? Oui, aux Trois Baudets, oui, ça l'a beaucoup amusé. Eh bien, on avait... quand il a sorti son premier album où il y avait La Mauvaise Réputation, Le Gorille, etc., on était 4 copains à peu près du même âge. On avait 16 ans, 17 ans à Toulouse. Et il y a un des 4 qui a piqué la bagnole à son papa, parce que son papa était ambassadeur, il allait un peu dans tous les pays. La voiture était disponible à ce moment-là. Comme mon copain avait son permis, il a pris la voiture à papa et on est tous allés à Paris. Et on est allé aux Trois Baudets où je savais très bien que Georges chantait. Il était à l'époque, c'était même pas lui la tête d'affiche. Il était, dans le jargon des artistes, en vedette américaine, c'est-à-dire en deuxième position de Juliette Gréco, qui était aux Trois Baudets à ce moment-là. Et donc... on est allé le voir, à la fin je suis allé le trouver et je lui ai raconté. Je lui ai dit voilà, on est 4 copains et on est venu dans la bagnole du papa d'un qui est loin et qui ne sait même pas où on est. Alors il était mort de rire, il a dit mais c'est pas vrai, mais quel âge vous avez? Moi 16 ans, moi 17 ans. Et alors après, ça l'amusait bien qu'on ait notre voiture, ça lui rendait même service, puisque après, comme moi j'ai fait quelques années après, à mon tour, mais après il allait chanter dans des boîtes. Et il chantait dans une boîte qui s'appelait la Villa d'Est, près des Champs-Élysées. Il chantait au Vieux Colombier, près du boulevard Saint-Germain. Et donc, comme il n'avait pas de moyens de locomotion, il devait prendre des taxis, etc. Mais un taxi lui coûtait plus cher que le cachet qu'il avait dans la boîte où il chantait. Donc, on l'amenait, nous, après. On a passé 3 ou 4 jours à Paris et on l'a amené de boîte en boîte tous les soirs. Vous avez fait le taxi pour Georges Brassens? On a fait le taxi pour Georges. Et bon, on a passé des très bons moments, c'est vrai. Et puis après, la première lettre de recommandation, même quand moi j'ai commencé à écrire la première chanson, et il a fait une lettre de recommandation pour Canetti, qui était le patron des Trois Baudets. Enfin, bon, je vous la fais courte, mais ça s'est enchaîné comme ça. Et après, bon, ben, chacun a continué de son côté, parce que moi, j'ai enregistré mon premier disque, pas tellement loin, 3 ou 4 ans après, pas plus. J'ai enregistré mon premier disque chez Barclay et je suis parti à mon tour dans les boîtes, voilà. Et vous connaissez la suite. Et donc c'est une rencontre qui a beaucoup compté pour vous? Quand même, oui, bah bien sûr. En plus, on avait 10 ans de différence avec Georges à peu près. Et oui, ça a forcément marqué, oui, c'est sûr. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter une chanson de Georges Brassens, Les copains d'abord, oui, tout de suite sur la voix d'Ambroise Paré. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour mon émission 1 heure ensemble, avec aujourd'hui Pierre Perret qui nous accompagne pendant cette émission. Donc nous parlions juste avant de votre rencontre avec Georges Brassens, d'où le morceau qu'on vient de passer, Les copains d'abord. Et là je voulais faire un petit saut dans le temps, on va aller un petit peu plus loin, lors de vos premiers succès. Alors en 63 il y a le Torboyau, mais ça je le garde pour la fin, parce qu'on va parler bonne bouffe à la fin. Oui, donc, je le garde. Il vaut mieux pas manger entre-temps, hein.
Voilà, donc moi je le garde pour la fin de l'émission, ça. Mais alors, j'ai vu quelque chose dans la biographie. Mais alors, vous avez fait l'Olympia en 64 et en première partie des Rolling Stones. Oui. Mais alors, Pierre Perret, Rolling Stones, c'est pas le même registre exactement. Bah, c'est ce qu'on croit. Comment ça s'est goupillé tout ça? C'est ce qu'on croit, parce que les gamins, eux, quand ils aiment quelqu'un, les étiquettes, ils s'en foutent. Je veux dire, dans la salle, c'était la première fois que les Stones venaient à Paris, et il y avait 2300 blousons noirs dans l'Olympia. Mais moi, je n'en savais rien, et je suis arrivé 1h30 à l'avance à l'Olympia, au moins, et je vois la productrice qui était en coulisses, puis j'entendais un bordel dans la salle inextricable. J'avais jamais entendu un bruit pareil dans l'Olympia. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, m'en parle pas, c'est le souk terrible. J'ai dit, mais qui c'est qui est la vedette aujourd'hui? Qui c'est? Elle me dit, c'est les Stones. Et j'ai dit, qui c'est les Stones? Ben oui, mais personne connaissait les Stones, à part les gamins à Paris. Et ben elle me dit, écoute, c'est les fous furieux qui... Et je dis, mais elle me dit, dépêche-toi d'accorder ta guitare, c'est à toi dans 5 minutes. Elle me dit, je dis, attends, non mais attends, tu plaisantes ou quoi? Moi je dois passer dans 1h30. Mais elle me dit, toute la première partie s'est fait virer. Les mecs, ils ont fait une phrase de leur chanson, dehors, tire-toi. Tout le monde s'est fait virer. Et tout le monde, la première partie, c'était les rockers de l'époque, dont je tairai les noms par charité chrétienne, mais croyez-moi, les rockers, ils n'en voulaient pas. Et alors à ce moment-là, j'ai vu que c'était grave, parce qu'il y a Lucien Maurice, qui était le patron d'Europe 1, et Cocatrix, qui était lui le patron de l'Olympia, qui m'ont pris chacun par une épaule, et qui m'ont dit, Pierrot, essaye au moins d'en faire une. J'ai dit, mais vous êtes fou. Vous m'envoyez à la boucherie, là, parce que c'est pas possible de faire. Ils avaient envoyé sur la scène, il y avait 20 cm de canettes de bière, de godasses, de cravates, de chaussettes, de tout ce que vous voulez. Ils envoyaient tout. Dès qu'un mec arrivait, ils lui balançaient tout à la tronche. J'ai dit, mais c'est pas possible, ils veulent ma mort. Et il annonce mon nom, mais derrière le rideau fermé, parce qu'il y avait un présentateur. Chaque fois qu'on ouvrait le rideau, il en prenait plein la tronche. Là, il en avait marre. Il avait le nez comme une tomate. Alors, il m'a annoncé de coulisses et il s'est fait siffler. Ouah, non. Oh putain. Et j'ai couru à mon tabouret, parce qu'il avait passé le tabouret entre les deux rideaux, comme ça. Et j'ai couru et j'ai commencé à essayer de chanter les filles. J'avais une chanson qui s'appelle Les filles, ça me tuera. Les filles, les filles, les filles, les filles, les filles. Et puis j'étais tellement mort de trouille, je ne pouvais pas continuer. Et c'est toute la salle entière des gamins qui a fait « Ça me tuera si j'en manque un jour, vas-y Pierrot, on est avec toi !» Et le seul avec qui ils ont été, c'est avec moi, parce que j'ai chanté 7 chansons. Ah oui, quand même. Et j'ai chanté 7 chansons, la salle était debout en partant. Et quand je suis sorti, je me souviens, c'est le régisseur qui m'avait raconté ça. Il paraît qu'il y avait Mick Jagger qui était à côté, qui a dit « Mais putain, qui c'est ce rocker français qui fait un tabac pareil ?» Voilà, ben, le rocker français, c'était ma pomme. Eh ben, c'est une belle anecdote, très belle anecdote. Et puis, après l'Olympia, alors il y a eu un passage au cinéma dans le film Les Patates. Et puis, il y a une chanson dont je voulais parler, Les Jolies Colonies de Vacances, en 66. On en parlait tout à l'heure avant de commencer l'émission. Et vous me disiez que les colonies de vacances, voilà, ça avait fait un petit peu débat à l'époque, non? C'est ça? Un petit peu. Ça se voit que tu n'étais pas né. Ouais. Ça se voit que tu n'étais pas né, mon pote, parce que j'ai entendu dire qu'à l'époque, ça en a fait des débats. Hein. Jusqu'à Madame de Gaulle, qui a quand même téléphoné à Roland Dordain, patron de Radio France de l'époque, qui lui a dit « Monsieur le directeur, nous vous serions reconnaissants », c'est-à-dire elle mettait le pluriel, c'est-à-dire elle mettait Pépère dans le coup,
Nous vous serions reconnaissants de ne plus programmer cette chanson que nous considérons comme la honte de la France. La honte de la France. J'ai été anobli ce jour-là. J'étais la honte de la France et j'ai jamais eu un titre plus haut que ça. Eh ben, on va tout de suite l'écouter. Eh ben oui, et vous allez tous être honteux comme moi après. Tout de suite sur la voix d'Ambroise Paré, les jolies colonies de vacances. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour l'émission 1 heure ensemble avec Pierre Perret aujourd'hui. Donc on vient d'écouter les jolies colonies de vacances et j'aimerais savoir si vous aviez une petite anecdote sur vos colonies de vacances. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie d'écrire cette chanson ? Oh ben parce que toutes les conneries que je raconte dedans, on les a à peu près toutes faites, quoi. Avec les copains, parce qu'on pensait qu'à ça toute la journée. Et c'était magnifique. Mais un des seuls trucs que je retiens de ça, c'est que j'avais des tas de copains qui étaient toubibs ou pharmaciens à l'époque. Et toute la journée, ils recevaient des gens qui venaient, au moment où leur gosse allait partir en colo, et c'était trop tard pour reculer, ils venaient acheter du sparadrap, du mercurochrome, parce qu'ils ont dit, ça doit être l'enfer, ce truc-là. Voilà. Mais c'est plein de bons souvenirs pour vous. J'ai que des bons souvenirs, bien sûr. Et alors, tout à l'heure, ce qu'on se disait, c'est que moi, quand j'étais gamin, que j'étais parti en colonie de vacances, nous, c'est ce qu'on chantait. Mais à votre époque, apparemment, on ne pouvait pas trop la chanter. C'était pas trop bienvenu, non ? Dans toutes les rues, tout l'été de 1966, puisqu'elle a paru en 66, toute la France chantait ça partout. Dans les défilés, les colos, tout ça, ils chantaient tous ça, alors, les gosses. Qu'est-ce qui les gênait, les De Gaulle, alors ? Pourquoi vous disiez que vous étiez la honte de la France ? Ah ben ça, c'est sa grandeur qui voulait ça, hein. C'était pas la mienne. Moi, j'ai toujours été plus simple. Moi, j'ai toujours aimé l'humour. Apparemment, lui, moins que moi. Un petit peu moins. Et il y a un autre grand succès, c'est La Cage aux oiseaux en 1970. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots l'histoire de cette chanson ? D'où ça vous est venu l'écriture de cette chanson ? Eh ben, j'ai entendu un jour, je descendais dans le Midi pour faire un concert, et à la radio, j'ai entendu une anecdote racontée d'un prisonnier américain qui venait de sortir de prison. Et le jour où il est sorti, il est passé comme sur le quai de la Mégisserie, ici, si vous voulez, sur les quais, et il a vu des oiseaux en cage. Et lui qui venait de se taper 15 ans de cabane, il n'a pas pu résister. Il a ouvert toutes les cages et il est reparti en prison, bien sûr, le malheureux. Et ça m'a tellement touché, cette histoire, et que j'en ai rêvé. On est rentré à l'époque, je chantais près de Toulouse, donc je m'étais arrêté près de chez mes parents pour les embrasser. Et avec ma femme, on avait dormi là. Et en pleine nuit, j'ai rêvé de La Cage aux oiseaux. Je me suis rêvé. Je la chantais en dormant. Voilà. Et alors, je me suis forcé à tomber du lit. Je savais que si je ne me levais pas à ce moment-là, je la perdrais. Mais j'avais tout, la musique et le départ. Ouvrez la cage aux oiseaux, do mi sol sol mi sol la sol. J'avais tout ça vite. Je quittais la chambre en essayant de ne pas réveiller Rebecca. Et j'ai pris, il y avait des emballages de cadeaux qu'on avait fait à papa et maman le soir, qui étaient restés encore comme ça par terre. J'ai pris un stylo sur le buffet de papa. Vite, j'ai fait ma portée musicale et j'ai écrit toutes les premières notes et les 3 ou 4 premiers vers. Et après, j'ai regardé l'heure. Il était 5 heures. Bon, j'ai dit, tu vas pas te recoucher, tu vas finir ta chanson. Et je suis parti sur le bord du canal et j'ai fait 6 ou 7 kilomètres avec mon carnet et mon crayon. Et j'ai écrit une bonne moitié de la chanson. Voilà comment ça s'est passé. Et on va l'écouter tout de suite sur la voix d'Ambroise Paré, La Cage aux oiseaux. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Vous êtes bien sur la voie d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour l'émission 1 heure ensemble avec Pierre Perret, un invité exceptionnel aujourd'hui. On vient d'écouter la cage aux oiseaux. Juste pour peut-être redire à l'antenne ce que vous venez de me dire hors antenne. Que la non, jeune je femme... dis, grâce à cette chanson, le nombre de baisers que j'ai reçus de charmantes filles à la fin des spectacles, par exemple, qui me disaient « Est-ce que je peux vous embrasser ?» Je dis qu'à cela ne tienne, pourquoi ? Parce que c'est pour fêter la première paire de baffes que m'a donné mon père quand j'ai ouvert la cage à la maison, voilà. Et ça, il y en a un paquet, hein, ça c'est sûr. Et là, on va passer en 74 avec un autre morceau très connu, le Zizi. Un morceau, c'est exactement le mot qu'il fallait employer. Comment je peux garder mon sérieux pendant l'interview ? Vous n'êtes pas obligé de garder votre sérieux, mon vieux. Alors, pourquoi une chanson sur le Zizi ? Pourquoi ? C'est uniquement pour désacraliser le tabou que ça représente. Depuis des années, j'ai toujours connu ça. On parle de sexe, c'est la honte. On n'a pas le droit d'avoir un sexe, on n'a pas le droit de s'en servir. C'est sale, c'est interdit, quoi. C'est bon. Et ce discours hypocrite m'a toujours considérablement énervé. Parce qu'il y avait un débat à l'époque, c'est ça. Il y avait un débat sur l'éducation sexuelle à l'école. Après, oui. À l'époque, ça n'existait pas tellement, mais oui. Quand j'ai mis ça sur la table, excusez-moi, c'était quand même très risqué d'aborder ce sujet. D'ailleurs, le phénomène que ça a été quand même a suscité tellement de remue-ménage partout. Et j'ai jamais reçu un courrier pareil. Votre Zizi m'a ouvert les yeux, enfin bon. On m'a jamais dit ça, moi. Mais donc du coup, grand succès à l'époque. Et puis, est-ce que ça a fait les mêmes retours qu'avec les colonies de vacances ? Est-ce qu'on vous a censuré ? Encore oui. 2 fois plus, encore 2 fois plus. Ah non, censuré, jamais. Jamais. Sauf à RTL. Ah. Oui, la seule radio, c'était RTL. C'était... Ce disque était très prolifique d'ailleurs, parce qu'il y avait presque que des tubes. C'était Ma petite Julia, Donnez-nous des jardins, plein de chansons, Les Majorettes, etc. Plein de chansons, ils diffusaient tout. Mais numéro 1, évidemment, le rouleau compresseur, si j'ose dire, c'était le Zizi, c'est vrai. Mais eux, ils ne s'en sont pas aperçus. À RTL, c'était numéro 1, on a eu de parade partout. Et eux, ils avaient mis Donnez-nous des jardins. Et vous, je pense que ça vous amusait de bousculer un petit peu comme ça la bien-pensance, de ne pas parler de ça, etc. Ça devait, moi, vous amuser. De rire parce que j'y croyais pas un poil. C'était la 12e chanson de l'album. Et je ne l'avais même pas apporté aux radios. Je disais, ils le passeront au départ, jamais. Vous ne pensiez pas que ça allait être le succès que ça a été ? Ah mais pas du tout. Je vous dis que pour moi, même à un poil près, je le mettais pas sur le disque. Un poil près, le Zizi. Voilà, encore des jeux de mots. Eh ben, c'est pas un jeu de mots, c'est la réalité. Normalement, il devait pas être sur ce disque parce que je dis jamais ça passera. Quand au studio, l'ingénieur du son m'a dit je fais une copie avant on amenait les bandes dans les radios pour passer avant la sortie du disque pour qu'on commence à. Et il me dit je copie ça le Zizi. Je dis mais non, tu sais bien ça passera nulle part. Non. Et il y a que quand l'album a été imprimé et qu'il est arrivé dans les radios, ils ont découvert ce titre. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est ce titre ? Parce qu'ils avaient déjà passé depuis un moment La petite Julia, Donnez-nous des jardins, tout ça. Ils disent, mais ça, on ne connaît pas le Zizi. Alors, je me souviens, c'était à Europe pour la première fois. Je dis, oh non, laisse tomber, tu sais, c'est pas un titre qui passera. Et il me dit, comment il passera pas ? Mais chez nous, tout passe. Et il est allé à la radio, et à l'antenne à l'instant, et c'était midi. 3 minutes avant les infos de midi, ils ont passé le Zizi,
Et là, le standard était bloqué de partout. Tous les gens appelaient par milliers. Il y a eu des téléphones toute la journée. Les gens disaient repassez-le, on n'a pas tout compris. Eh ben, nous, on va le passer sur la voix d'Ambroise Paré. On va le passer tout de suite. Le zizi. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré. Oui, hélas. Voilà. C'est Antoine au micro avec Pierre Perret pour l'émission Une heure ensemble. Donc on vient d'écouter le zizi qui a fait beaucoup rire en tout cas dans le studio. Un autre, alors là on va changer un petit peu de registre parce qu'on va avancer un peu encore dans le temps et on va parler d'une autre chanson un peu moins légère mais qui est dans tous les esprits. C'est en 1977. 1977, vous écrivez Lily, qui est une chanson qui dénonce la xénophobie et le sort des immigrés. Et c'est une chanson qui vous a valu le prix de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. C'est une chanson qui est étudiée dans des milliers d'écoles et d'ailleurs on a une de nos bénévoles qui ne peut pas être là, Nelly, qui a été professeure des écoles et qui nous disait qu'elle l'avait fait étudier. Oui. Elle avait eu la chance de vous connaître à vos débuts au Plessis-Robinson en concert. Oui. Et depuis, elle vous suit et elle nous a envoyé un petit message ce matin en disant voilà, le texte Lily, je l'ai fait étudier en cours. Et ça, vous m'aviez dit que vous avez beaucoup d'écoles qui vous en ont parlé. Beaucoup, oui. Et principalement, cette chanson est étudiée au même titre que Mon petit loup, par exemple, ou que La bête est revenue, avec laquelle j'ai obtenu un deuxième prix de la LICRA quelques années après. Et La bête est revenue est apprise aussi dans les écoles. Et ça me touche infiniment. Et je n'ai pas de fierté démesurée de ça, mais vraiment, ça me touche vraiment. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette chanson, à vouloir dénoncer la xénophobie à l'époque ? Parce qu'elle était partout autour de moi et de tous les gens qui étaient un peu lucides, et comme aujourd'hui d'ailleurs, si on ne s'aperçoit pas que c'est en train de revenir insidieusement, que le racisme est toujours là, l'antisémitisme est toujours là, l'intolérance est toujours là, je veux dire, il faut être en perpétuel éveil, et je l'ai toujours été. Et jusqu'au bout, je me battrai pour défendre ces valeurs, c'est sûr. C'est plus fort que moi. Et on va tout de suite l'écouter avec ces très jolies paroles. Tout de suite, Pierre Perret avec Lily. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro avec mon invité Pierre Perret. Aujourd'hui, nous venons d'écouter Lily, une magnifique chanson. Alors là, nous étions en 77 et quelques années plus tard, en 1988, il y a le Premier ministre de l'époque, Michel Rocard, qui vous demande d'intégrer le Conseil supérieur de la langue française. Oui. Qu'est-ce que ça fait quand on vous demande ça ? Ça doit être une grande émotion quand même, c'est une grande reconnaissance. Le prolongement de ce qui a toujours été mon amour, l'amour de la langue française, et j'étais en cela tout à fait à l'aise à côté de mon copain Pivot, par exemple, et puis d'autres, il y avait pas mal de sociétaires aussi de l'Académie française qui étaient avec nous, et on défendait des choses intéressantes, d'ailleurs sur le renouvellement de la langue, etc. Enfin, on faisait un travail qu'ils ne font pas à l'Académie française, parce que avant qu'il y ait un bouleversement véritable dans cette institution, ça prend des années, tandis que là, il y avait un débat qui était très animé, c'était très intéressant. Voilà, j'en garde de très bons souvenirs, et je regrette bien, fort même, qu'il n'y ait pas eu ce prolongement, parce que la culture et notre langue sont en grande déperdition parce que depuis une quinzaine d'années, puisque ça a dû être abandonné il y a maintenant plus de 10 ans, je regrette qu'ils aient abandonné ça, parce qu'il y avait des gens très intéressants comme mon copain Alain Decaux, Michel Serres, des tas de gens qui sont amoureux inconditionnels de la langue française, et c'est tout ce que ça a été toute ma vie,
de défendre ça et j'étais très honoré de ça. Il y avait un monsieur qui s'appelait Bernard Quémada, qui est le papa du trésor de la langue française, c'est un ouvrage de référence qui est dans toutes les bibliothèques de langue française du monde. Et il nous a quittés maintenant, mais c'est quelqu'un auquel je pense très souvent. Bernard Quémada, c'était un grand, grand monsieur. Voilà. Et en parlant langue française et littérature, donc vous avez écrit plusieurs livres, beaucoup sur le thème de la nourriture, y compris sur la cuisine de ma femme, apparemment. Vous la mettez à l'honneur dans un livre. D'autres livres sur anthologie de la poésie érotique, c'est un autre thème. Hein, voilà. Oui. Et donc on parlera un petit peu tout à l'heure de votre passion pour la cuisine. Et vous avez également reçu en 2002 le prix Alphonse Allais, encore un autre prix, donc un prix littéraire qui récompense l'humour. Et vous aviez écrit à cette période-là également le Parler des métiers. Et un peu plus tard, vous allez écrire les petits métiers. D'où vient cette passion pour ce que vous définissez comme les petits métiers et l'argot autour de ces métiers-là? Ça, il ne faut pas tout mélanger. Les petits métiers, c'est autre chose. Ça fait partie des choses que j'ai observées, que j'ai bien connues quand j'étais gamin. Les rémouleurs, les vitriers, tout un tas de métiers qui ont disparu aujourd'hui, mais qui n'ont rien à voir avec le parler des métiers, qui est quelque chose qui m'a pris 14 ans de travail. Ah oui, quand même. Et qui a eu un gros succès d'ailleurs, parce qu'il y a eu un très gros tirage de ça. Et c'est un ouvrage qui a rejoint ceux de Bernard Quémada, justement, dans toutes les universités, au Québec, en Belgique, en Suisse, dans tous les pays de langue française. Il y a ce livre qui est pris en compte parce que je n'ai commencé, moi, son écriture qu'après 4 à 5 ans de collecte auprès de tous les gens qui représentaient un métier avec le jargon qui est le leur, etc. etc. J'ai recueilli ça avec grande minutie, j'en ai fait la typologie, la définition et l'exemplification. Et ça m'a pris effectivement plus de 13 ans. Mais je suis content d'avoir fait ça parce que c'est un ouvrage de référence aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont affaire à la langue française, qui se réfèrent à ça pour parler d'un métier pour désigner des situations ou des personnages ou des branches de ce métier dont on a perdu la notion aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour le cinéma, pour le théâtre, pour tous les gens qui écrivent, pour les romanciers, etc., très souvent, ce livre est pris en référence. Voilà. Donc toujours cet amour de la langue française et cette envie de préserver notre patrimoine culturel, finalement. C'est même pas de la préservation, parce que ce que j'ai fait là, moi, avec cet ouvrage, ça n'existait pas. Il n'y a aucune référence sur laquelle j'ai pu m'appuyer. Il a fallu aller sur le tas, questionner les gens en leur disant, voilà, dans votre métier, vous parlez de ça, comment mais moi, je parle comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui a conscience d'avoir... Et il y a un jargon partout, dans la radio, dans le foot, chez les boulangers, chez les serruriers, partout, dans la marine, dans l'aviation, dans les transports, partout. Et j'ai recueilli tout ça patiemment pendant, je vous dis, 4 ou 5 ans. Et après, j'ai traité ça et travaillé là-dessus pendant une bonne douzaine d'années, quoi. Voilà. Juste avant, on parlait de Lily et d'un thème qui est pas évident, mais malheureusement encore d'actualité. En 98, vous avez sorti un album, La Bête est revenue, et ça vous a valu, et vous le disiez tout à l'heure, un autre prix de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Mmh. Et on va parler de votre dernier album Humour Liberté avec le titre phare qui s'appelle Humour Liberté, justement, qui dénonce les attentats de Charlie Hebdo. À propos des événements de Charlie. Voilà, donc c'est pas très gai comme thème, mais ça vous a semblé important d'en faire une chanson et de mettre des mots sur vos sentiments. Ça m'a paru vital, même indispensable. C'est d'une importance capitale, comme le devoir de mémoire qu'ont les enseignants à propos de tout ce qui s'est passé, de tous les massacres qu'il y a eu partout.
des Arméniens, des Juifs, de tous les massacres de partout à travers le monde. Il faut le rappeler, il faut en parler aux enfants, il faut, bien sûr, de l'esclavagisme, de tout. Il faut en parler. On n'en parlera jamais assez. Eh ben, oui. Je vous propose qu'on écoute cette chanson Humour Liberté avec des paroles très 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 fortes et surtout que c'est assez frais dans nos mémoires, donc on va l'écouter tout de suite sur la voix d'Ambroise Paré. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro avec Pierre Perret aujourd'hui qui m'accompagne. Donc on vient d'écouter Humour Liberté qui n'est pas très gai, mais quand j'ai préparé cette émission, je ne pouvais pas ne pas parler de cette chanson qui vient de sortir et qui est très très forte. Et donc on a vu qu'on a un Pierre Perret qui peut être comique, coquin, léger dans certaines chansons, mais aussi extrêmement militant. Et donc je vous invite à découvrir son dernier album avec d'autres titres très forts. Pardon, oui. Il y a juste aussi une chanson où j'ai récidivé encore parce que je pensais que c'était nécessaire, qui s'appelle Les Émigrés, oui. Et qui pourrait être considéré comme un duplicata à 30 ans, à 40 ans après, puisque Lily a 40 ans de Lily, mais j'estime que c'est nécessaire aussi, voilà. Toujours d'actualité, donc toujours cette envie de vous défendre jusqu'au bout, vous m'aviez dit tout à l'heure. C'est pas me défendre à moi, c'est défendre les autres. Défendre les autres. Qui peuvent pas se défendre. Exactement. Voilà. Alors là, on va parler de choses un peu plus gaies, parce que là, on a parlé de toute votre discographie. C'est ça la vie, vous savez. Les éclats de rire et les sanglots, c'est tout. Et tout à l'heure, je disais que vous aviez écrit des livres donc sur la bonne bouffe et sur la pêche. Vous avez écrit un livre là-dessus et je crois que c'est une grande passion pour vous, cet amour de la nature, de la pêche, apparemment en Irlande. Je me souviens d'un reportage où j'ai vu que vous alliez régulièrement là-bas et que vous allez vous ressourcer. C'est un besoin vital pour vous de vous raccrocher à la nature et de sortir un petit peu de... J'ai jamais perdu le contact, jamais. Et toute ma vie, je suis allé à la pêche, aux champignons, marcher, courir, nager. Bon, moi, je suis un rustique et j'ai jamais passé mes nuits chez Régine ou c'est pas mon truc. Voilà, chacun sa tasse à café, quoi. Et alors, vous avez eu même un prix en 1985, meilleur pêcheur de l'année avec un saumon de 12 livres et demi. Vous voyez, j'ai bien préparé mon émission. Il a bossé, hein, le petit, là, c'est bien. Et qu'est-ce qui vous fascine dans ce rapport à la nature, de fuir un petit peu Paris, les soirées mondaines? Qu'est-ce qui... Mais j'ai jamais été dans les soirées mondaines, alors je m'en fous. Non, mais moi, c'est mon amour, c'est mon enfance. Moi, je suis né dans le Tarn-et-Garonne, qui était quand même un pays complètement dans la nature. Aujourd'hui, il est moins authentique et rustique qu'il le fut quand moi j'étais enfant. Mais bon, c'est la vie qui est ainsi faite. Mais mes sources, elles sont là, moi. Donc, j'ai jamais quitté ça. D'ailleurs, quand je suis venu travailler à Paris dans les boîtes, à l'Olympia, à Bobino, partout, puis après faire des tournées partout, j'ai jamais voulu habiter Paris. Et j'ai acheté une maison très tôt à 80 km de Paris, où je vis toujours d'ailleurs, et je suis en pleine campagne, j'ai que les grillons pour voisins, voilà. Le calme, la nature. Complètement. Et autre grand plaisir, la bonne bouffe. Et donc ça, j'ai la sensation qu'entre la musique, la pêche et la bonne bouffe, tout ça, c'est des choses que vous avez héritées de votre papa. C'est votre papa qui vous a initié à la pêche. Alors, pour moitié papa et pour le reste maman, parce que maman était une excellente cuisinière, elle cuisinait très bien, elle réussissait des plats comme ça d'instinct parce qu'elle s'est appris toute seule. Mais tout ce qu'elle faisait, c'était un délice total et j'ai encore au palais les saveurs qui traitent de ces souvenirs d'enfance avec des goûts que je reconnais, des plats que j'ai essayé de faire, qu'elle faisait maintes fois, que je fais bon, mais jamais aussi bon qu'elle, jamais aussi délicieux qu'elle le faisait, voilà. Et la chanson Le Torboyau, qu'est-ce qui vous a inspiré pour cette chanson? C'était un clin d'œil parce que papa a ouvert à un moment donné dans le café
comme maman justement cuisinait tellement bien, les clients qui rentraient, qui mangeaient à la cantine de l'usine toute proche, où il y avait plus d'1 millier d'ouvriers, alors ils bouffaient comme on bouffe dans les cantines en sortant de l'usine, quoi. C'était pas génial. Et quand ils sentaient les effluves de la cuisine de maman, ils l'ont tellement embêté après en lui disant, écoute Claude, fais-nous même un plat du jour simplement. Mais alors elle a fini par céder. Et après, elle faisait un plat tous les jours, comme ça. Alors au début, il y a eu 10 clients. Au bout de 8 jours, il y en avait 30. Et au bout d'un mois, il y en avait 80. Elle n'en pouvait plus. Elle était toute seule. Elle n'y arrivait pas. C'était l'horreur. Et la cantine de l'usine, elle a fermé, puisqu'il n'y avait plus aucun client, mais tout le monde était à la maison, donc il a fallu embaucher des serveuses, enfin, etc. Et voilà. Et je vous dis, c'est la faute à maman, parce que c'était tellement bon ce qu'elle faisait. Le riz au lait de mon enfant, c'est quelque chose d'absolument prodigieux, et j'ai toujours là, et j'ai mangé depuis ce temps des milliers d'autres riz au lait qui n'étaient jamais aussi bons. Voilà. Et donc on va tout de suite écouter le Torboyau, qui est un titre des Alors années c'était 60. en clin d'œil à ça, justement, parce que c'était pas ça du tout, évidemment. On écoute ça tout de suite, le Torboyau. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, c'est Antoine au micro pour l'émission 1 heure ensemble avec Pierre Perret aujourd'hui. Alors on arrive à la fin de cette émission, j'avais envie de parler en toute dernière partie de votre amour pour le vin. Parce que vous avez fait un livre il y a quelques années sur votre amour pour le vin et, je suis fils de le bistrot, partage. Quand même. Voilà, et le partage que ça représente avec tous vos amis et avec ce moment de convivialité. Qu'est-ce que ça représente pour vous, une bonne bouteille ? C'est une espèce de culture à part. Tous les toubibs qui se plaignent à juste titre de l'alcool, des dégâts que ça peut faire, etc., etc. Ça, c'est une chose. C'est pour ça que je dis qu'il faut apprendre le vin, apprendre à le déguster, apprendre à le maîtriser, apprendre à en jouir sans en abuser. Et c'est une culture, vraiment, peu de gens savent ce qu'est vraiment le vin. Mais celui qui découvre le vin, découvre un univers qui est quand même pas négligeable et qui fait partie des belles choses de la vie, quoi. Voilà. Et avec un bon repas, donc ce qu'on disait avant, votre amour pour la cuisine de votre maman, avec des saveurs que vous avez jamais aussi bien retrouvées. Exactement. Et il y a des vins qui correspondent à des tas de sortes de cuisine légères. Il y a les Bordeaux, les Bourgognes, les vins de Loire, les vins du Midi, les vins corses. Il y en a des tas qui correspondent à des tas de plats bien précis, des plats roboratifs d'hiver, les daubes ou les blanquettes, etc. Et il peut y avoir des vins qui accompagnent la truffe, le foie gras ou des sauternes, etc. Mais il faut les boire avec discernement, avec modération, certes, mais ça n'empêche pas le plaisir que ça représente, voilà. Et il y a des grands moments de partage comme ça avec des personnalités ou peut-être une petite anecdote Ah oui, vous parliez de Rocard tout à l'heure, il crachait pas dessus un verre de Bordeaux, hein, ça c'est sûr. Même on a bu les plus grandes bouteilles qui soient ensemble. On a bu des Romanée Conti qui sont extrêmement rares avec José Arthur, avec... enfin plein de copains qui étaient assez élitistes sur le vin et qui étaient même mon copain Lionel Jospin par exemple et Pivot, j'en parle même pas parce qu'il m'a vidé la moitié de ma cave déjà. Ah oui, quand même. Non, mais c'est des moments de grand partage et lui qui est du Beaujolais et qui est donc qui aime les beaux Beaujolais parce qu'il en existe, mais des grands Bourgognes aussi. Il est très amateur et il sait de quoi il parle quand on déguste un vin ensemble. Voilà. Et donc, si je dois vous résumer, vous êtes un amoureux de la langue française, de la bonne cuisine, de tout et du bon vin. De tout. Je me méfie que d'une chose.
Mais il y en a aucun ici autour, là. Dites-moi. Les cons. Ah oh, il y en a plein qui se cachent, croyez-moi. Il y en a un peu partout. Et vous disiez que je sais plus, j'avais lu ça dans votre biographie, que les cons, le problème avec eux, c'est qu'ils s'ignorent, ils pensent que c'est les autres autour d'eux, les cons, c'est ça. En général, oui. De toute façon, on est toujours le con de quelqu'un, alors. Exactement. Eh bien, écoutez, Pierre Perret, vraiment un énorme merci, vraiment, d'être venu. Un énorme merci à vous. Je voulais aussi embrasser votre femme Rebecca, qui a eu la gentillesse d'échanger avec moi depuis plusieurs mois pour préparer cette émission. Et remercier aussi vos assistantes, adorables, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger. Un énorme merci de la part de toute l'association, de la part des bénévoles, de la part... C'est moi. Et de la part des patients qui sont, pour certains, venus nous voir pour vous rencontrer et nous écouter. Qui vous remercie de m'avoir reçu. Et puis, je remercie à tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont eu la patience d'écouter tout le long de cette émission. Je vous dirai qu'une chose, ce que je vous souhaite, c'est de rentrer vite chez vous pour boire un bon coup de Bordeaux. Le mot de la fin. Merci beaucoup. On est à la fin de l'émission. Et puis, chers auditeurs, comme le disait Pierre Perret, soignez-vous bien. On vous souhaite un très bon retour chez vous. Et je vous rebascule sur le flux musical de la voix d'Ambroise Paré. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.